Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Et bien Laurent, si c'est bon pour toi, on peut y aller. Hein. Ok, super. Donc voilà, donc, aujourd'hui, si vous êtes ici avec nous, c'est parce qu'on va vous parler finalement de stratégie de contenu SEO, enfin de référencement naturel. Et aujourd'hui, on a choisi une approche très concrète en fait, qui va être basée sur des sites qui ont réussi leur stratégie avec des résultats. Oui, dans ce webinaire, on a donc fait au plus simple et on a décortiqué donc 5 stratégies de contenu répondant chacune à des réalités business différentes en correspondance avec certaines de vos situations. Et puis, on a mis en gras des enseignements, des petits tips que l'on peut tirer de chaque stratégie, même si on ne va pas l'appliquer totalement. Et donc, comme à chaque webinaire, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire et on y répondra avec grand plaisir à la fin, donc sur chacune des stratégies. Alors aujourd'hui, avec moi, donc pour tout vous expliquer sur cette fameuse stratégie de contenu pour réussir votre business SEO, voilà, Laurent Mora, qui est donc expert SEO depuis plus de 10 ans, hein, c'est ça? C'est ça, plus de 10 ans, plusieurs agences, enfin voilà quoi. Ok, et bien c'est super. Donc pour commencer, on va vous dire pourquoi la stratégie de contenu est importante. Il y a quelques années, en fait, il suffisait d'avoir une bonne technique et des backlinks avec une forte autorité lorsque les mots-clés étaient compétitifs et puis le tour était joué. Oui, on appelait ça le bombing même parce qu'on bombait des liens comme ça. Et en fait, c'était surtout l'optimisation de la balise title et du H1. Et après, une bonne technique pour l'accessibilité des pages et le tour était joué avec les backlinks. Ouais, donc ce temps, c'est vraiment loin derrière nous. Aujourd'hui, c'est vraiment plus la pertinence de la page, le vocabulaire et les intentions de recherche qui vont compter plus que le balisage. Donc en fait, pour toi, Laurent, là, ce que tu es en train de dire, finalement, la technique n'est plus suffisante. Bon, je pense que s'il y a que 140 personnes qui sont venues à un webinaire spécialisé sur le contenu, je pense qu'en fait, ils ont déjà compris. Hein. Ils ont déjà compris effectivement qu'il n'y avait pas que la technique qui était en jeu, ouais, c'est clair. Et alors, tu penses que pour toi, donc, c'est le contenu, en fait, le pilier qui va être le plus important en 2022 ? En 2022, oui, je pense que c'est le pilier le plus important, même si tous les piliers interagissent ensemble. Par exemple, ben oui, comme tout depuis le début du SEO, si la technique ne rend pas les contenus accessibles, mais en même temps, Google voit beaucoup plus de contenu qu'au début. Oui, c'est vrai que maintenant, même avec le JavaScript, s'il est bien fait, c'est plus vraiment un problème, alors que ça pouvait l'être auparavant. Alors au début, ils ne le lisaient pas du tout et effectivement, maintenant, en fait, ils ont accès à presque tous les contenus du web, si c'est bien fait, effectivement. Et côté backlinks, on verra plus tard que l'intention de recherche sur les pages qui se trouvent être justement le lien, un lien, ça se fait de page à page. L'intention de recherche sur ces pages, c'est un gage de qualité pour ces liens et de puissance. Et alors, on parle de contenu de qualité, mais la qualité pour Google, finalement, en fait, c'est la qualité de la réponse. Oui, exactement. La qualité pour Google, c'est la qualité de la réponse et c'est la qualité de la réponse aux besoins exprimés dans la requête. Et en fait, il y a des sujets qui demandent plus d'expertise que d'autres, et c'est ce que Google appelle HIT pour expertise, autorité et authority et trustworthiness. Oui, alors c'est ce qu'on pourrait traduire en français, expertise, autorité et confiance. Ouais, c'est plus simple. Voilà. Et alors, comment ça marche finalement En ce fait, Google HIT? pour chaque page, pour chaque réponse, pour chaque voilà, Google reconnaît 3 niveaux d'expertise. Donc le niveau 1, c'est un peu comme s'il n'y en avait pas. Le niveau 2, c'est quand il y a un certain niveau d'expertise. Et le niveau 3, c'est ce que Google appelle YML. Alors, YML, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous détailler un petit peu plus? En anglais, c'est Your Money, Your Life. C'est tous les sujets qui ont à voir avec les aspects financiers, la santé, tout ce qui peut avoir un certain impact sur la vie des gens, en fait. D'accord, donc ce que tu veux dire là, c'est qu'en 2022, il faut tout de même un certain niveau d'expertise pour répondre à une question. Oui, en fait, donc c'est ça. En fait, il y a 2, 3 niveaux d'expertise. Il y en a, c'est vraiment une question morale, Your Money, Your Life. Mais même au niveau 2, il faut quand même avoir une certaine expertise. Je crois que quelqu'un a une question. Voilà, ce que en fait Google cherche à faire un peu le ménage en fait pour faire un web de qualité. Oui, d'accord. Non, c'est juste bonjour Olivier, c'était juste un petit bonjour. Bonjour Olivier. Alors, on y pense moins, mais c'est vrai que la qualité des contenus a un impact sur la puissance des liens. Oui, alors la puissance des liens, c'est important en SEO. Je pense que même à un webinaire contenu, on n'apprendra rien à personne. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un gage de qualité. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche en fait? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en 2022, Google est très fier de comprendre un petit peu les intentions de recherche comme un humain et qu'ils en ont mis un peu partout dans l'algorithme. Et notamment, en fait, il faut que le lien soit logique.
C'est-à-dire que la page qui fait un lien vers vous, il faut que l'intention de recherche, elle corresponde à l'intention de la page qui se retrouve sur votre page aussi. Que ça ne soit pas exactement la même, mais que ce soit logique. Par exemple, on peut prendre un exemple très rapide. Quelqu'un part en voyage et a besoin de maîtriser l'oral en anglais, par exemple. Donc, du coup, ça, on peut faire un lien vers une page qui parle de maîtriser ou améliorer son oral d'anglais. C'est là, en fait, qu'il y a une logique et c'est là que ça fera un lien de qualité et un lien puissant. D'accord, donc c'est un changement de paradigme, c'est ça? Oui, c'est un changement de paradigme parce que quand on achetait des liens, on regardait surtout le site en fait qui venait, qui allait faire une page ou un lien pointant vers vous. Maintenant, on regarde plutôt le lien lui-même. D'accord, mais alors rassure-nous quand même, la puissance du site référent, ça compte toujours. En fait, ça compte toujours si le lien est logique et à travers la logique du lien. En fait, la puissance sera proportionnelle par rapport à la logique du lien. D'accord. Et alors, j'imagine qu'il y a un outil pour mesurer cette force du lien entre deux pages différentes. Ben oui, en fait, les outils mesuraient avant l'autorité du site elle-même, et maintenant on a un outil, il n'y en a qu'un seul, qui mesure en fait la puissance du lien qui passe à travers la puissance qui passe à travers le lien. Ça s'appelle la force induite, et cet outil c'est Babartech. D'accord, ok. Et alors, avant de présenter donc les 5 stratégies de contenu, on va d'abord préciser que le but du SEO, c'est autant finalement trafic que business. Oui, en fait, c'est un cycle en 3 phases. La première phase, c'est de se créer un potentiel. La deuxième phase, c'est commencer à avoir de la visibilité et commencer à banquer sur ce potentiel. Et la troisième phase, si on veut continuer à banquer, à faire de l'argent avec du SEO, il faut l'entretenir, la visibilité, en fait. Ouais, donc c'est comme un peu, c'est un cycle en fait, parce qu'il faut traiter la thématique en entier, il faut l'entretenir, puis seulement après on se lance sur une autre et ainsi de suite. Oui, en fait, on peut même lancer plusieurs thématiques en même temps. Hein. Mais alors, ce que tu déconseilles, c'est quand même le saupoudrage. Oui, je pense que le saupoudrage est beaucoup moins intéressant et c'est en ça en fait que c'est un cycle, c'est-à-dire qu'il faut traiter des sujets, si ce n'est complètement de manière exhaustive, mais au moins avec une certaine masse pour montrer de la qualité et après se lancer sur un autre sujet ou lancer 2 sujets en même temps si on a les moyens. Donc, ce qui est en fait, là, ça me fait penser, c'est quand même le cas sur des requêtes business. Oui, le cycle imprime en fait une certaine inertie en SEO et sur les requêtes business sur lesquelles on va banquer, effectivement, normalement le SEO, si c'est bien fait et si on est en train d'entretenir en fait tout le temps un petit peu son SEO, c'est le canal d'acquisition le moins cher. C'est quand même bon à savoir là, effectivement. Je pense. Donc, allez, on va passer donc du coup au cœur du sujet finalement, qui est notre atelier dissection, où on va vous présenter donc, 5 exemples décortiqués. Et alors, la première stratégie que Laurent va vous présenter, donc c'est celle des pages conseils. Oui, alors plutôt service et plutôt parcours avec un parcours client long en fait. Donc cette stratégie, elle se structure autour d'une série donc de pages conseils. L'idée, c'est vraiment de faire le tour du produit ou d'un service, de mettre en avant son fonctionnement et l'usage de ce qu'on vend. Mais Laurent, donc petite question, pourquoi tu dis du coup plutôt service? Parce qu'il s'agit plutôt de produits. En fait, si tu as des produits à mettre dans un panier, en fait, tu pourrais très bien répondre à ces questions directement sur les pages de produits ou directement sur les catégories. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, oui, ça fait. Parce que moi, je pense que bon, c'est pas une obligation, mais ça serait quand même quelque chose à considérer. Oui, il vaut mieux répondre aux questions des clients directement. Bon, voilà, tu peux quand même faire des pages conseils sur des produits, hein, c'est pas du tout interdit. Ouais. Mais je trouve que ça, c'est encore mieux si tu fais du service, c'est encore mieux. D'accord. Ok. Et alors, voilà, donc dans notre exemple, c'est un peu les deux finalement, parce qu'il s'agit de chaudière et d'installation de chaudière. Donc, il s'agit d'un chaudière, c'est un produit, hein, même un gros produit. Et donc, du coup, ça se vend en général avec l'installation qui est un service. Donc, voilà, notre exemple, c'est Proxiserve, voilà. Et mon chauffagiste privé, que tout le monde connaît, c'est une marque quand même assez connue. Alors, quelle serait ta première recommandation donc, pour cette stratégie de page conseil? Alors, moi, la première recommandation, c'est presque une vérité de la palisse, mais je conseille en fait de faire des pages froides, donc des pages avec des conseils qui durent longtemps sur, par exemple, pour avoir un appartement de tant de mètres carrés, on doit avoir une chaudière d'un tant de puissance ou ce genre de choses. Ça reste vrai, mais même s'il y a des choses qui évoluent, hein, dans le domaine de la chaudière, c'est sûrement le cas avec l'environnement. Et puis, ce que je conseille surtout, c'est les organiser dans une structure en silo. Voilà. D'accord. Alors, tu veux dire donc comme une arborescence, c'est ça? Exactement, en fait. Alors, tu peux nous expliquer du coup pourquoi c'est mieux de l'organiser comme ça?
En fait, dans une structure en arborescence, les pages, elles vont rester toujours au même endroit. Ce qui fait que tes conseils qui sont là pour durer longtemps, ils seront toujours au même endroit sur le site et recevront toujours le même jus. Alors que si tu les mets dans un blog, dans un fil d'actualité, au bout de 2-3 ans, alors que ces conseils seront toujours bons et ces pages seront toujours intéressantes pour Google, même surtout si tu les as mis un tout petit peu à jour. Par contre, sur le site Internet, elles vont se retrouver poussées en arrière, quoi. Très, très loin, éventuellement, dans les niveaux. D'accord, Et ok. plus tout de jus ou presque plus. Et alors, pour la deuxième reco, ça serait quoi? Alors, la deuxième reco, c'est bien de coller aux intentions de recherche et en même temps de coller au parcours client, ce qui normalement devrait être la même chose. Voilà. D'accord. Donc, en fait, là, il y a plein de questions à traiter sur le fonctionnement et l'usage de ce qu'on vend ou ce qu'on propose. C'est quel est le produit le plus adapté à des besoins spécifiques. On peut avoir aussi l'installation et le prix final comprenant le produit et la pose. Mais alors, est-ce qu'il faut se préoccuper de l'expertise Google? Alors, est-ce qu'il faut se préoccuper de Google Eat? D'une certaine manière, je pense que l'achat d'une chaudière, c'est quand même pas une question de vie ou de mort. Enfin, il faut quand même une certaine expertise. Attends, Laurent, moi je te coupe, on t'entend un peu moins bien là. Je crois qu'il y a un truc sur ton micro. J'ai dû mettre le doigt sur le micro, en ah, fait. voilà. C'est mieux. Je pense que tout le monde a entendu que l'achat d'une chaudière, c'est pas une question de vie ou de mort. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez technique et qui coûte assez cher. Où se planter, c'est vraiment pas drôle. Donc, en fait, il faut quand même un certain niveau d'expertise pour répondre de manière utile aux prospects. C'est ça, en fait, qu'il faut voir en premier. D'accord, ok. Et alors, pour terminer, la dernière reco? En fait, c'est de viser les feature snippets. Et ça, pour ça, il faut respecter le format. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les feature snippets et quels peuvent être les différents formats affichés? Alors, par exemple, les feature snippets, c'est ce qu'on voit à l'écran. En fait, c'est la position la plus haute dans les résultats de type informationnel. Alors, pas tous les résultats de type informationnel, mais beaucoup, on va dire. Et là, par exemple, on voit une feature snippet de type liste à puces numérotée. La plus courante, en général, c'est plutôt le paragraphe. Donc, ça veut dire respecter le format. Ça veut dire qu'en fait, si on a repéré que Google aime mettre une feature snippet de type paragraphe sur le mot-clé sur lequel on vise ou même la question sur laquelle on vise, ça veut dire qu'il faut prévoir de mettre ce paragraphe dans le contenu de sa page. Ou si c'est une liste à puces, il faut prévoir de mettre la liste à puces dans le contenu de sa page ou du moins de faire des intertitres qui seront repris comme une liste à puces. D'accord. Et alors, la feature snippet type paragraphe, c'est quand même la plus répandue. Et avant, on parlait de position la plus haute, voire même de position 0. Voilà, moi j'ai dit position la plus haute, beaucoup de gens parlaient de position 0. Ouais. C'est une époque en fait où on pouvait gagner ce produit Google, plus le lien bleu dans les résultats, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc cette position 0 est de fait devenue position 1 en fait. D'accord, ok. Mais alors, comment tu fais pour savoir quel va être le bon format en fait de la feature snippet que tu cherches à avoir? Eh bien, faut toujours aller regarder ce qu'aime Google, donc il faut toujours regarder un peu ce que fait le voisin en fait. Faut copier sur la copie du voisin. D'accord. Vers Google. Ok. Et alors, Laurent, donc pour cette stratégie page conseil, quels sont les résultats en fait Est-ce que c'est une stratégie payante pour Proxyserve? Je pense, oui. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un mot-clé par page dans le top 3 sur les contenus qui vont contribuer au business, puisqu'ils ont bien fait attention à répondre à quelque chose qui correspond à leur parcours client. Dans les 5 meilleurs contenus répondent à peu près à 220 requêtes. 220 requêtes de SEMrush, mais dans Google, c'est peut-être encore beaucoup plus. Je pense que cela répond donc bien aux questions des visiteurs, comme on l'a dit, et que c'est utile au business. Voilà. Alors, la spécificité, c'est que Proxyserve, en fait, ça a beaucoup de trafic de marque. C'est une marque qui est très connue, donc chauffagiste privé, tout ça. Mais que grâce à ça, ils ont quand même du trafic hors marque, ce qui est quand même intéressant pour aller chercher des clients qui ne les connaîtraient pas encore. Ça fait 50%, en fait, toutes ces pages-là, ces 173 pages, font 50% de leur trafic hors marque. Oui, ce qui est quand même assez énorme quand même. Oui, c'est pas mal. Alors, Laurent, est-ce que tu peux du coup nous récapituler tes tips pour que la stratégie de page conseil réussisse? Alors, la bonne recette, c'est donc de prendre des contenus froids qui vont durer longtemps, de les ranger dans des silos. Donc, on a vu donc pas dans une arborescence de type blog comme font souvent les gens, mais pas dans un fil d'actualité de type blog. Ouais. C'est moi qui bug. Hein. Une arborescence, dans une arborescence, voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement un silo. Apporter des réponses utiles au parcours au client, qui soient donc dans le parcours client, mais que ce soit aussi des réponses qui sont recherchées, ce qu'on repère dans les résultats de Google, pour regarder un peu ce que font les voisins pour le format et pour l'intention de recherche.
Voilà. Et puis, bien sûr, il y a toujours le truc qu'il faut dans tout le domaine du SEO, il faut être plus qualitatif que son voisin, plus Ouais. pertinent et plus populaire. Donc voilà, cette dernière recommandation, on va l'avoir à chaque stratégie. On est d'accord, c'est ça, hein, c'est tout le temps. C'est une stratégie SEO, hein, quand même. Hein, Alors, si on finalement devait retenir quelque chose de cette stratégie, juste vraiment l'essentiel. Alors, même si on n'applique pas cette stratégie, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a l'opportunité de faire des questions, de répondre à des contenus froids, parce que ça correspond bien à son business, il faut le mettre dans une structure de type arborescence et non pas dans un fil d'actualité de type blog. Et puis, le deuxième truc à retenir important, c'est qu'il faut vraiment répondre à des questions posées par les prospects, non seulement pour être dans le parcours client, mais aussi pour plaire à Google et que ce marketing, le SEO, c'est vraiment un marketing que les Anglais qu'on peut appeler pull. C'est-à-dire, il faut répondre au client. C'est le client qui nous trouve, c'est pas nous qui cherchons le client en le poussant quelque chose. Ok, Voilà. ouais. Très clair. Merci Laurent donc, pour cette première stratégie, qui est la page conseil. Ensuite, on enchaîne sur l'article star. Alors, pourquoi article star? Même si on s'en doute un peu. Hein. Pourquoi on l'appelle comme ça parce que c'est un nom parlant. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais logique. Donc, c'est vrai que cet article, ça va consister à viser donc, du coup, beaucoup de trafic sur très peu de pages. L'idée, donc, c'est de choisir des sujets qui vont être très larges, mais qui touchent tout le monde. Oui, alors le site Michael Page est un exemple éclatant qui illustre à merveille ces stratégies. Hein. Mais alors, est-ce que c'est adapté à tout le monde, à tous les business? En fait, ça dépend vraiment du sujet, on va le voir. D'accord. Donc là, l'exemple de Michael Page, c'est un site de recrutement, d'emploi. Alors, c'est un site qui est un site B2B hein, qui s'adresse à des DRH, mais qui aussi poste beaucoup de petites annonces pour être en phase avec le client final de sa cible. Voilà. Donc voilà, on va le dévoiler. Donc, il y a 2 articles sur ce site. Il y a un article qui s'appelle les 10 commandements de l'entretien d'embauche et un article qui parle du CV et qui sont des articles stars. Michael Page, qui n'est pas un petit site, fait 20% de son trafic rien que sur ces 2 pages. Ouais, alors, quelle est ta première reco, du coup, pour cet article star? Alors, c'est de choisir le sujet le plus large possible, hein, en lien avec votre activité. Donc là, on voyait plutôt, là, sur cet exemple, on est plutôt sur du B2C et finalement, tant pis si là où les questions ont un caractère qui n'est pas du tout commercial. Oui, du coup, en fait, la priorité, c'est de choisir le sujet le plus large possible. Et la difficulté, c'est de le choisir le plus large possible, mais qu'il soit quand même en lien avec ton activité. Et quand tu disais tout à l'heure, éventuellement, c'est pas donné à tout le monde, ça dépend vraiment de votre sujet, quoi. Là, ça correspond à merveille, voilà. C'est ça. Donc, en fait, si on est B2B, on peut quand même prendre un sujet B2C. Ouais. La preuve Michael Page, et toucher le plus de monde possible. Là, c'est pas directement commercial, on le voit, mais c'est quand même très très en lien avec l'activité. Ils sont très légitimes. Mais alors, pour faire beaucoup de volume, il faut quand même viser des gros mots-clés. Alors, ça, c'est un peu la technique SEO, effectivement. Ouais. Si on veut viser si on veut faire beaucoup de volume et remonter sur énormément de variantes, comme c'est le cas, il faut viser un très gros mot-clé, par exemple, entretien d'embauche, 22 000 volumes mensuels. Ce qui est en SEA d'ailleurs, parce qu'en SEO, c'est sans doute 2 fois plus en réalité. Mais on n'a pas le chiffre en SEO. D'accord, ouais. Ou comment faire un CV qui est à 14 000 volumes de recherche mensuels. Et je crois qu'ils sont d'ailleurs numéro 1 avec comment faire un CV. Hein. Ils sont numéro 1 sur comment faire un CV, oui, exactement. Ok, ouais. Et alors ensuite, sur la deuxième recommandation que tu nous donnes. Alors, si vous avez fait des pages avec un sujet super important et tout ça, et que vous allez miser beaucoup sur ces pages-là, il faut montrer à Google que ce sont vos pages les plus importantes. Voilà. Et alors, comment tu fais en fait pour dire à Google, coucou, c'est mes pages qui sont les plus importantes, c'est que celles-ci et c'est pas les autres? C'est surtout celle-ci, on va dire, les autres aussi, mais surtout celle-ci, voilà. Donc c'est une question essentiellement de maillage interne. Donc il faut mettre à travers le maillage interne ces pages en avant pour Google, par le nombre et surtout par la qualité du maillage. Parce qu'en fait, la qualité du maillage, j'entends qualité, c'est rapprochement entre les pages. En fait. Donc le rapprochement, c'est un peu comme si on prenait l'exemple d'un livre avec les pages qui se suivent du coup logiquement, qui ont une histoire. Voilà, c'est une super image en fait, hein, l'image du livre. C'est-à-dire que si vous faites un lien vers des pages qui sont très dissemblables, vous imaginez en fait comment vous dites si c'est rapproché ou pas. Vous prenez cette image de livre et vous dire, je vais pas mettre la page du chapitre 10 au milieu du chapitre 1, quoi. Ça marche pas. Et pour Google, ça marche pas non plus. Oui, on peut pas duper Google, quoi. Non. Il est pas bête.
Et alors, pour terminer sur Michael Page, ta recommandation, du coup, la troisième? Alors, c'est de créer des contenus les plus utiles possibles et surtout qu'on a envie de partager. Il faut donc répondre aux questions les plus larges qui drivent du public. Et alors là, l'histoire de CV ou les 10 commandements les 10 commandements du CV ou l'entretien d'embauche, effectivement, quoi. Les gens ont envie de partager ça. Et alors, il faut aussi couvrir. Oui, excuse-moi, en fait, j'ai pas dit ma phrase, mais sinon les gens vont pas comprendre. Donc il y a deux manières. Soit je choisis le sujet le plus large possible, donc Michael Page, soit je réponds à beaucoup de questions dans un sujet. Voilà. Ok, mais alors donc pour ça, faut quand même bien organiser son contenu avec des intertitres, des H2, des H3, des choses comme ça. Voilà, du coup, si on prend la deuxième méthode, le guide ultime, où en fait on répond à toutes les questions possibles dans un sujet, il faut effectivement bien organiser son contenu et c'est là où les H2 peuvent avoir un rôle, effectivement. Mais alors, est-ce que ces H2 doivent correspondre à des questions, voire même correspondre à la requête principale? Oui, alors il faut dire aussi que ces H2, enfin ces intertitres sont lus 5 fois plus que le texte lui-même. Ouais. Probablement que le texte est lu lorsque le H2, lorsque l'intertitre a fait mouche d'ailleurs, et donc c'est pas une lecture littérale, c'est-à-dire de haut en bas, c'est une lecture en fait où on fait son marché, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà bien connu. Est-ce que ça doit correspondre à une requête? C'est mieux en fait. Si on a formulé la requête ou on a formulé la question, Google c'est encore plus facile pour lui de comprendre si vous avez en plus la pertinence effectivement. Et puis ça a un aspect pratique. Ouais, donc là, en fait, dans l'exemple, on peut faire les 10 commandements ou 5 outils pour améliorer votre SEO, des choses comme ça. Voilà, Quoi. c'est des choses qui sont très partageables. Les 10 commandements pour Michael Page, les 5 outils pour améliorer votre SEO, les 10 étapes de la création d'entreprise. Les gens, ça leur parle, ils ont envie de partager ça dans les réseaux sociaux, ça crée des backlinks et tout ça. Et puis, il y a un petit truc en plus, c'est qu'en plus, ça, dans la balise title, dans les résultats, ça se voit encore mieux. Voilà. D'accord. Mais alors, attends, ça me fait penser à ce que tu disais en début de webinaire à propos des backlinks et des contenus populaires, finalement. Est-ce Oui, que ça a un rapport quand même? oui, exactement. Si tu crées un contenu partageable, ça veut dire qu'en fait, les gens vont avoir envie de le partager, même si tu pousses un peu, c'est-à-dire même si tu achètes les liens, c'est ce côté logique. Il faut garder le côté logique, comme si les gens avaient eu vraiment envie de faire un lien vers ton contenu. Et pour ça, il faut que tu aies prévu que ton contenu soit bon et justement au plus proche de ta cible ou de la cible finale. Voilà, donc et ce lien logique. Donc il faudra chercher des backlinks sur le site qui auront une raison logique de faire un lien vers vous. Okay. Et même si c'est pas naturel, il faut que ça ait l'air naturel quand même. Oui, d'accord. Donc c'est comme ça que Google en fait voit la différence entre un bon et un mauvais lien. C'est ça, voilà. Okay. Et alors Laurent, est-ce que tu peux nous dire à quoi on voit que finalement cette stratégie est payante, même si tu en as déjà un petit peu parlé, effectivement, que sur juste 2 URL, ils font un sacré trafic. Ouais, ils font même 25% de leur trafic sur les deux. C'est impressionnant. Hein. Ils font 25% de leur trafic sur 2 URL. Il y a la meilleure des 2 URL, celle qui parle de l'entretien d'embauche, remonte sur 944 requêtes. Je trouve que c'est ça, en fait, le truc le plus parlant. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un mot-clé à 22 000. Ça veut dire qu'en fait, ce mot-clé, il n'est pas tapé 22 000 fois par mois. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur de 22 000 requêtes par mois, éventuellement. Et même en SEO, c'est-à-dire que parmi ces requêtes, il y en a qui ne remontent pas de SEA. Il y en a probablement le double. C'est probablement de la longue traîne, hein. Mais ça marche, puisqu'en plus, ce n'est pas un contenu à caractère purement commercial. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est créer du trafic par rapport à ça. Quoi. Une URL fait 20 000 de trafic mensuel, la plus grosse, et elle remonte sur 98 feature snippets sur les 362 qui sont disponibles. C'est vraiment super impressionnant. Quoi. Oui, effectivement. On voit très bien que ça paye, du coup. Et l'autre, elle marche presque aussi bien. Elle est juste un petit peu en dessous. Quoi. Elle ne remonte que sur 620 requêtes. Ok, ouais. Elle ne chope que 30 000 feature snippets sur les 188 disponibles. Ouais. Bon, ça va quand même. Ça va, on est d'accord. Alors, est-ce que du coup, Laurent, tu peux nous récapituler les tips pour que cette stratégie d'article star réussisse? Alors, la bonne recette, en fait, c'est de prendre le sujet le plus large possible. Tout est dans le sujet. Ouais. Après, tout est on l'a dit, tout est dans le sujet, mais tout est dans le mot-clé aussi. Voilà. Et éventuellement, c'est pas pour tout le monde si on n'a pas le sujet et le mot-clé qui soient vraiment assez en lien et assez légitimes pour votre activité. Voilà, c'est donc le troisième point. Trouver les angles dans le but d'aller chercher du trafic. Voilà.
avec les titres. C'était là notre affaire, les 10 commandements, le 10 machin, voilà. Traiter de manière la plus exhaustive possible, ça c'est l'autre solution, qui fait le guide ultime, voilà. Oui. Remonter sur beaucoup de variantes, on l'a dit aussi, voilà. D'accord. Et donc, du coup, le conseil qui revient toujours aussi, plus qualitatif, plus pertinent, plus populaire que son concurrent. Toujours. Et alors, si, comme pour la précédente, si on ne devait retenir que l'essentiel de cette stratégie? Alors moi, je dirais que l'essentiel de retenir sur ces stratégies, éventuellement, si on, voilà, c'est de retenir qu'en fait, il faut absolument faire un contenu sur le contenu pour lequel on est le plus légitime. Même si ça ne donnera pas un article star aussi impressionnant que Michael Page, il ne faut pas rater ce coup-là, en fait. On est forcément le plus légitime sur quelque chose, si ce n'est une niche, si ce n'est une manière de traiter une activité ou quelque chose comme ça. Et c'est là, il ne faut pas rater ce truc-là. Et puis surtout, ce qu'il faut, et c'est en même temps en fait que je dis ça, c'est qu'il faut faire des contenus que les gens aient envie de partager. Parce que si on fait un truc ultra légitime sur un truc qui concerne que quelques personnes ultra techniques et qui si on prenne entre elles, ça va pas marcher quand même, quoi. Ouais, c'est vraiment le premier commandement du SEO. Oui, tout à fait. Et je pense que, enfin, de manière, ça prouve en tout cas cette stratégie de manière assez éclatante que avant c'était le fameux une page, un mot-clé. Finalement, c'est super loin derrière nous, quoi. Enfin, c'est Quand plus j'ai ça. commencé il y a 10 ans, on en était encore un peu à une page à mots-clés, quoi. Et là, je crois que s'il fallait le prouver encore, c'est vraiment très loin, quoi. Et Oui. peut-être que les gens ont des questions, non? Non, pas encore. Ah d'accord, c'est les gens qui arrivent alors. Alors, ensuite, sur la troisième stratégie, tu vas nous parler donc de cocon sémantique. Donc, je pense que vous êtes nombreux à déjà en avoir entendu parler. C'est une stratégie qui est liée à un célèbre SEO français et d'ailleurs un autre Laurent. Oui, Laurent Borelli. C'est peut-être. Vas-y, dis-moi. Non, vas-y. C'est peut-être pas l'inventeur de la technique, mais enfin, ça a été le premier à en parler. En tout cas, c'est l'inventeur du nom. Il faut lui reconnaître quelque chose. Hein, c'est que vers 2010, tout le monde faisait des. En fait, lui, il prenait la qualité des contenus, le côté marketing des réponses et tout ça, le marketing pool, tout ce qu'on a dit avant, alors que les autres en étaient encore à faire du bombing, quoi. Voilà. C'est à l'ancienne, ce que je voulais dire. Oui, d'accord. Et alors, finalement, en quoi ça consiste ce cocon sémantique? Alors, le cocon sémantique, c'est un ensemble de pages très, très thématiques. Par exemple, là, on vient d'en faire un sur quelqu'un qui est spécialisé dans l'assurance de Malucé. Il a fallu, par exemple, on s'est rendu compte qu'il fallait un rapport de 1 à 10, c'est-à-dire qu'on a pris à peu près 1000 mots-clés pour en garder qu'une centaine parce qu'ils sont proches les uns des autres. Voilà. C'est ça en quoi ça consiste en ça, en fait. D'accord. Donc là, on va vous montrer avec le lynx, Oui. le sujet qu'on a choisi. Alors, quelle est ta première recommandation sur le sujet? Alors, ma première recommandation, c'est de prendre un sujet qui est un sujet qui s'y prête, évidemment, quoi. Et alors, avec le lynx, en quoi cette stratégie, finalement, elle est idéale? Alors, il faut se mettre à la place du lynx, si j'ose dire. Le lynx, c'est en fait une boîte qui fait de la comparaison d'assurance dans plusieurs verticales. Si on prend qu'une seule verticale, il n'y a qu'un seul produit, en fait. Ils font que de l'assurance auto. Alors, il y a des variantes à chaque fois, mais c'est le même produit. Donc, du coup, si on n'avait pas de cocon sémantique ou si on ne créait pas de page de contenu, on n'aurait qu'une seule page et ça ne marcherait pas. Oui, effectivement, comme on n'a pas de catalogue, ouais, c'est logique. Et alors, du coup, le cocon, tu le ferais donc par thématique, par service, et sur combien de pages? Alors, je le ferai par thématique, par exemple l'assurance auto. Je prendrai toutes les variantes possibles. Comme on l'a vu, il faut prendre beaucoup de mots pour qu'ils soient les plus proches possibles les uns des autres. Et je pense qu'on peut dire ici ce que les gens attendent finalement, c'est qu'on leur dise est-ce qu'il y a un minimum de pages oui, c'est-à-dire qu'à mon avis, on ne peut pas parler de cocon sémantique si on n'a pas fait entre 15 et 20 pages. Et quand je dis 15, c'est parce que je suis un peu indulgent. Voilà. Et alors, du coup, pour ça, tu vas couvrir en fait toutes les variantes donc là, du service pour chaque article, quoi. Exactement. Assurance auto jeune conducteur, assurance auto malucé, assurance auto voiture sportive. Voilà, et en fait, c'est presque infini. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Exactement. Et alors ensuite, quelle serait ta deuxième recommandation pour ce cocon sémantique? Alors, ça ne pourra être un cocon sémantique que si on respecte un maillage très spécifique. D'abord, en fait, un maillage avec un rapprochement sémantique et ensuite de mettre en valeur les pages importantes. Mais alors, quand tu dis rapprochement sémantique, tu parles de rapprochement entre deux textes, c'est ça? C'est ce qu'on voit finalement sur la slide là.
oui, c'est ce qu'on voit dans l'illustration qui est l'outil Your Text Guru, en fait. Euh, Pardon. Donc, en fait, c'est bien effectivement le rapprochement entre deux textes, entre le vocabulaire qu'il faut pour rendre pertinent deux textes. Et j'ajouterais que ce qui est important, c'est que les liens les plus forts sont les liens qui sont au milieu du texte, en fait. Et alors, donc tu parles là de liens le plus fort. Comment tu mets en valeur les pages importantes en fait à travers le maillage interne? Alors ça, c'est la deuxième caractéristique du maillage. Mettre en valeur les pages importantes à travers le maillage interne, on l'avait dit un peu plus haut d'ailleurs, c'est en fait par la qualité en fait des liens et surtout en fait c'est l'idée que c'est l'idée du PageRank interne en fait. Et l'idée du PageRank interne, c'est que en fait ce PageRank c'est une probabilité. Donc si tu suis des liens sur un site, tu vas avoir des chemins qui reviennent vers certaines pages. Et donc, plus forte ta probabilité est de te retrouver sur une page, plus cette page prend de l'importance pour Google. Voilà. Ouais, ok, donc il ne faut pas faire vraiment n'importe quoi et faire du maillage dans tous les sens. Il faut quand même suivre une logique assez précise. Voilà, si tu fais du maillage dans tous les sens, ben, du coup, à chaque fois que tu fais un lien qui sort d'une page, même en interne du site, hein, et même en externe, mais bon, là, on est sur le site à l'intérieur, et ben, d'une certaine manière, tu vas changer la probabilité, changer les chemins. C'est un peu en fait, la meilleure manière de l'expliquer, simplement, c'est de se dire, tous les chemins mènent à Rome. Donc, c'est Rome la ville la plus importante sur la carte. Oui, d'accord. Là, c'est la même chose. Tous les chemins ou un maximum de chemins en suivant des liens doivent mener vers votre page la plus importante. Et si vous changez, tout d'un coup, si vous faites un lien dans tous les sens, bah, ça devient aléatoire. Ok. Et alors, donc les pages les plus importantes, là, dans ce cas-là, c'est les pages business. Est-ce que tu vas les mettre au centre du cocon? Oui, alors vous avez compris, l'endroit, le choix, c'est en fait le centre du cocon. Normalement, ça doit converger, c'est même pour ça qu'on appelle ça comme ça. Donc, dans tes pages business, tu vas en avoir deux types. Tu vas avoir des pages qui sont plutôt des pages de contenu, mais avec un caractère commercial. Dans notre idée de chaudière, ben, c'est comment faire une installation, comprendre le devis ou quelque chose comme ça. On est juste avant l'achat. Ou alors, tu vas avoir carrément des pages business qui sont des pages de produits ou des pages de catégories. Et donc, tu les places au centre pour qu'elles reçoivent le plus de jus. Et alors, qu'est-ce que tu entends par le jus? Et ben en fait, c'est un peu quand c'est des backlinks, on appelle ça de la popularité. Mais alors, attends, tu dis que les liens internes, ça compte pas comme des liens externes, mais que ça dépend, c'est ça? Non, c'est pas que ça dépend. Alors, un lien, si tu prends un lien, si tu compares un lien interne et un bon lien externe, bien sûr, Ouais. en fait, le bon lien externe est beaucoup plus fort, il compte beaucoup plus que le lien interne. Donc, c'est ça la grosse différence. Par contre, la magie du maillage interne, pour que la magie opère, c'est sur l'ensemble du site. Et c'est donc ce qu'on a essayé de dire. Si tu places une page pour que tous les chemins de liens internes mènent vers cette page ou mènent vers cet ensemble de pages, eh ben, tu rends ces pages plus importantes. C'est ça la magie, en fait, du truc. Ok. Un peu technique, mais c'est... Plus tactique, en fait, que technique, je crois. Ouais, mais ok, je vois. Et alors, donc pour cette stratégie, est-ce que c'est payant, en tout cas pour le lynx? Ah oui, c'est très payant. Sur Assurance Auto, ils ont réussi quand même à créer 2760 pages. Hein, c'est pas mal. Ils ont créé ils ont couvert beaucoup le sujet. Il y a 580 de ces URL qui sont dans le top 10. Donc, on voit que ça marche. Hein. Tout ça, ça remonte sur 14 000 mots-clés. Et donc 2451 sont dans le top 3. Oui, effectivement, voilà. ça fonctionne très, pas très mal. bien. Et alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la stratégie du cocon sémantique pour que ça fonctionne? Alors, il faut penser le maillage interne dans le texte des pages. Ça, c'est le plus important. Ouais. C'est l'idée de la page du livre aussi, c'est-à-dire on ne prend pas la page du chapitre 10 et on ne la met pas au milieu du chapitre 1. Hein, voilà, comme ça. Faire seulement des liens les plus thématiques, bon voilà, je viens de le dire. Mettre en valeur les pages business, je crois qu'on a essayé un peu de l'expliquer, voilà. Ouais. Utiliser des schémas de maillage, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire mettre en valeur les pages business, donc des schémas ou des outils. Comme un crawler ou quelque chose comme ça qui montre l'importance des pages, c'est-à-dire qui montre la probabilité avec la formule du PageRank, voilà, qui est une formule simple qu'on connaît et que les outils connaissent. Et puis voilà, toujours la même chose, Élodie. Plus qualitatif, plus pertinent et plus populaire. Exactement.
Et alors, si on devait finalement retenir que l'essentiel, donc tu l'as déjà un peu dit, mais vraiment… Alors, si on devait retenir quelque chose, et même si on ne fait pas un cocon sémantique sur son site internet, il y a quand même 2 leçons qu'il faut retenir de cette technique. C'est de ne pas faire le maillage dans tous les sens. Donc, le faire le plus thématique possible, l'histoire du livre, voilà. Et d'utiliser, si on peut, un crawler ou quelque chose qui vous indique quelles sont vos pages les plus importantes. Et que si on se rend compte, en ayant analysé avec l'outil que c'est pas les pages qui sont les plus importantes ne sont pas celles qu'on voudrait, il faut faire ce qu'il faut sur le site pour que ça le devienne. D'accord. Et alors, tant qu'on est dans le cocon sémantique, normalement, les questions, c'est après, mais allez, on fait un petit écart. Il y a Elisabeth qui demande, est-ce qu'il faut faire un seul lien par page ou plusieurs ? Alors, en général, il n'y a plus d'un lien sur les pages. Enfin, il y a un lien qui est le plus fort. En fait, quand on fait un schéma de cocon, on pense à un lien et parfois on pense aussi à son lien retour. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. On va attendre sa réponse. Si, c'est bon, merci. Elle a dit oui ou non ? Merci, elle a dit. Ah, c'est un peu entre les deux. Non, alors on va attends, 2 minutes de plus, il faut répondre aux questions des gens. Est-ce que l'idée, quand on fait on parle des liens qui sont à l'intérieur du texte, on a dit que c'était les plus importants, parce que c'est eux, finalement, le morceau de texte qui est sur la page A et le morceau de texte qui est sur la page B, ils doivent avoir un glissement, un rapprochement sémantique. On a parlé de page de livre et tout ça. Donc là, on se comprend. Est-ce qu'on doit en faire 1 ou 2 ? Il est prévu d'en faire 1. Est-ce qu'on doit en faire 2 ou 3 ? C'est pas totalement impossible, mais plus on en fait, plus on rend la chose aléatoire et plus on rend la chose moins intéressante d'un point de vue du schéma global du site. Donc, pour faire une réponse très courte et très simple, on n'en prévoit qu'un seul. Et dans des cas où on mesure les choses avec des outils, on peut en prévoir plusieurs, mais ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Ok, merci Laurent. Je pense que ça a bien répondu à la question. Ensuite, pour les prochaines stratégies, là, on a procédé finalement un petit peu différemment. Ce sont 2 stratégies de contenu déjà plus anciennes et bien connues. Oui, en fait, on va vous présenter la stratégie avec leur pour et leur contre, aujourd'hui, en 2022. Alors, la 4e stratégie, donc, c'est un incontournable quand même, c'est le bloc thématique. Oui, et c'est un incontournable qui apparemment ne se démode pas. Alors là, tu as choisi, pour illustrer le cas, HelloWatt. Pourquoi alors ? En fait, j'aurais pu choisir n'importe quel blog d'entreprise, pourvu qu'il soit actif avec de la visibilité, comme c'est le cas pour HelloWatt, et pourvu en fait que ce soit une entreprise qui a aussi un catalogue à mettre en avant. Alors, l'exemple n'est pas bien choisi, quoi. Ouais, et est-ce que du coup, le blog doit se situer sur le même domaine, enfin la même URL que le site ? Une question très pertinente qui revient effectivement dans ce genre de cas. Alors, ça serait encore mieux si ce n'était pas sur le même domaine, mais ça voudrait dire qu'il faudrait un peu se cacher de Google pour que ça soit considéré comme un backlink. Et moi, je ne crois pas que ça soit facile, ni même très bienvenu de vouloir se cacher de Google. En cela, je suis très white hat, si ça fait référence à des gens qui comprennent ça. Donc, je pense qu'en fait, l'important, c'est pas énorme. Donc, que ça le soit ou que ça ne le soit pas, Google le verra de toute façon. Et si c'est un sous-domaine ? Alors, si c'est un sous-domaine, c'est comme s'il était sur le site, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Okay. Ça va permettre de faire des menus différents, d'avoir un site différent, quoi. Ouais, mais ça ne marchera pas mieux, quoi. Okay. En fait, si je peux faire une petite digression d'1 minute, il y a des gens qui voudraient en fait faire un répertoire parce qu'ils pensent que dans l'URL, il y a une sorte de magie qui opère et que les répertoires sont poussés par les autres répertoires qui sont avant. Ça, c'est mal comprendre le SEO. En fait, ce qui pousse une page sur un site internet, c'est le maillage interne. Alors effectivement, si on fait des fils d'Ariane et plein de trucs comme ça, que ça engage des tas de trucs comme ça, c'est sûr que ça peut pousser le fait de mettre dans un répertoire, c'est juste la technique du site. Mais si on le met mais ça comprend pas mal de complications, faire des reverse machin, des trucs qui marchent pas toujours bien. Donc il faut mieux mettre dans un sous-domaine, pas se casser la tête et penser à faire des liens qui soient intéressants. Ok. Merci pour ce petit écart rapide. Voilà. Et du coup, pour revenir à notre bloc thématique, donc Laurent, oui. Quels sont les pour et les contre ? Alors, le vrai pour aujourd'hui, c'est que ça permet en fait de faire des backlinks, d'avoir une stratégie de backlinks de qualité. Pour moi, c'est ça le plus important. Mais alors, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là, donc quand tu dis une stratégie de backlink qualitative ? Voilà, alors en fait, c'est de la matière de partenariat à échanger.
Donc, c'est de la matière qu'il faut entretenir aussi, éventuellement, avec un ou deux rédacteurs maison. Donc, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Ou alors, on peut se dire, bon, ben, un rédacteur maison, je fais un article intéressant tous les mois, par exemple, ou tous les mois, puis je fais un peu de rappel toutes les semaines. Donc, c'est une stratégie quand même à géométrie variable. Mais pour HelloWatt, c'est quelque chose où ils ont quand même 2 ou 3 rédacteurs maison. Et là, du coup, ils se retrouvent à pouvoir échanger des liens grâce à ça. D'accord. Et ça marche vraiment très bien. D'accord. Et j'imagine qu'il faut quand même aussi, il va falloir privilégier aussi la logique entre les pages. Oui, alors, quand je dis échanger des liens, ça peut faire référence à des vieilles techniques. En fait, ce qu'il faut, c'est échanger des liens en mode 2022. Donc, le mode 2022, on l'a bien compris, tu viens de le rappeler, c'est surtout que ça ait l'air naturel. Et pour que ça ait l'air naturel, ben, il faut qu'il y ait la logique des pages. Bon, on ne va pas refaire l'analogie du bouquin, mais c'est ça, en fait. Hein. Ouais. Et c'est ça qui rend la chose naturelle pour Google. Et puis, oui, il faut pas faire bien sûr, l'échange de page à page, alors, évidemment, à éviter absolument. Et surtout, bah, laisser un petit peu de temps. On peut faire un lien dans un sens une fois, et puis on attend 2-3 mois, et puis on fait un lien vers une autre page, voilà. Et ça marche très très bien. Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est un blog qui a de la visibilité et qui va publier régulièrement, c'est comme une monnaie d'échange. Exactement. Ok. Oui, et bon, alors le truc, c'est que ça peut aussi permettre, si on a un sujet qui est sujet à HIT, on a parlé des trois niveaux d'expertise, si on est dans Ouais. l'assurance, par exemple, ou même là, bon, l'énergie, peut-être on est en niveau d'expertise 2, si on est dans l'assurance, on est probablement dans le 3. Eh bien, en fait, ça peut permettre de faire un petit peu de HIT. Je m'explique. Si on échange des articles, eh bien, en fait, on va peut-être aussi signer des articles dans des blogs qui vont faire un lien vers vous, qu'on va échanger, voilà, ça va faire ça. Et donc, du coup, ben, votre signature d'expert, elle ne sera pas sûrement sur votre blog. Google va voir que vous commencez en fait à viser, à faire plus de poussière, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous êtes sur d'autres sites que lui-même considère comme qualitatifs. Et donc, vous allez emmener cette notion de qualité sur rediriger cette notion de qualité qui vient des autres sites et d'expertise vers votre site. Ça permet de faire du HIT, EAT. Ok, et alors, c'est très bien de faire du 8, mais comment tu le fais techniquement? Un peu comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire qu'il Oui. faut prévoir de signer son article, il faut prévoir une page auteur et il faut essayer de signer les articles dans les blogs les plus qualitatifs sur votre sujet. Ceux qui répondent le mieux aux questions pour Google, qui ont de la position, de la visibilité et qui sont d'accord de faire un lien vers vous, voire un échange. Et si vous avez un blog qui lui-même a de la visibilité, eh ben, ça les intéressera probablement. Ok, bah, ça mériterait peut-être en fait qu'on fasse un webinar complet sur le comment et le pourquoi finalement d'un blog d'entreprise en Oui, 2022, non? bah, je pense que c'est une stratégie qui demande beaucoup d'efforts, mais qui peut être très payante. Donc, effectivement, ça peut faire un très bon sujet de webinaire. Bah, si vous êtes intéressé par ce sujet de webinar, n'hésitez pas en tout cas à nous le dire dans le chat, hein, si ça peut vous intéresser, si vous voulez le faire ou en savoir plus, même si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dans ce business, n'hésitez pas en tout cas. Oh, ça a l'air de prendre. D'accord. Et alors pour terminer, on va passer sur la 5e stratégie, qui est donc la fameuse foire aux questions. Alors oui, c'est la foire aux questions. On va passer vite parce que en plus, on va essayer de l'enfoncer un peu cette stratégie. Alors, Non, mais tu as déjà donné la réponse avant qu'on ait tout expliqué aussi. c'est vrai, c'est pour gagner un peu de temps et que les gens puissent poser des questions après. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux types. Il y a un type qu'on a déjà traité, qu'on nous on a appelé page conseil et qui était plutôt orienté service, mais qu'on pouvait faire produit. Et il y a surtout ce type qu'on avait évoqué, c'est-à-dire de rajouter du texte en bas des pages de catégorie. Donc, savoir se poser la question si aujourd'hui en SEO, ça vaut encore le coup d'ajouter du texte en bas de vos pages de catégorie, ce qui peut vouloir dire beaucoup de texte si vous avez beaucoup de catégories éventuellement. Oui. Et ben voilà, pour recoller le truc directement, on peut dire que la réponse est ça vaut probablement pas vraiment le coup, quoi. Oui, donc là, on a pris l'exemple donc de nature et découverte, mais il y a quand même un petit peu de pour, Laurent, non? Alors oui, il y a toujours un petit peu de pour. Ouais. C'est-à-dire que bah, s'il n'y a plus rien d'autre à faire sur votre site, si vous avez un site où il n'y a pas des millions de catégories, que vous avez déjà fait plein de pages de conseils, que vous avez fait plein de pages de contenu, vous répondez super bien au parcours client de votre, voilà, vous rajoutez de la sémantique sur vos pages de catégories, c'est ce qui vous reste à faire de manière secondaire, faites-le. Évidemment, au cas par cas, tout est imaginable et au cas par cas, tout peut être merveilleux, j'espère.
peut-être une bonne idée, on va dire. D'accord. Et alors, le contre, du coup? Le contre, c'est ce que je disais, c'est ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire Oui. que peut-être vous avez beaucoup de catégories, donc vous allez ajouter, vous allez saupoudrer du contenu, surtout sur un ensemble important de votre site, et du coup, c'est pas terrible. Alors là, en plus, on avait essayé de choisir un exemple où on avait des catégories très thématiques, donc du coup, il y avait quand même un peu de logique, c'est-à-dire idées cadeaux, mais ça remonte surtout sur idées cadeaux, du coup, ça, vous pouvez déjà le mettre dans le titre, vous n'avez pas besoin de faire un texte en plus. Mais si vous voulez en plus rajouter un peu de trafic sur quelle est la meilleure idée cadeau ou comment choisir un cadeau pour la Saint-Valentin, peut-être que si vous avez traité la question en 5 lignes en bas de votre page, Google vous donnera un petit plus. Si c'est hyper compétitif, ça peut vous permettre de passer devant. Voilà, on ne va jamais dire jamais. Oui, donc pour toi, c'est l'ajout de texte en bas des catégories, c'est plus obsolète, mais voire secondaire, quoi. C'est obsolète, voire secondaire, et au cas par cas, ça peut être une bonne idée. Ok. Ça dépend, quoi, comme d'habitude. C'est ça qui fait une stratégie sur mesure en même temps. Voilà, c'est vrai. Donc voilà, on vient donc de vous présenter donc les 5 stratégies, donc qui sont les pages conseils, l'article star, le cocon sémantique, le blog thématique et la FAQ donc produit. On a essayé donc dans ce webinaire en tout cas de rendre activables, les 5 stratégies les plus activables pour avoir une stratégie de contenu à succès et qu'en tout cas ça corresponde à chacun d'entre vous, chacun de vos business. Et donc, merci Laurent pour toutes ces précisions sur chaque stratégie. Et si vous avez des questions, eh bien, c'est à vous. Maintenant. Alors, on a une question d'Elisabeth sur WordPress. Est-ce que les pages et les articles ont le même impact au niveau du SEO pour Google? Alors, le fait que ça soit du WordPress ou pas du WordPress, en fait, Google voit les sites un peu comme le Chrome voit un site, c'est-à-dire que pour lui, c'est du HTML. Donc voilà. Est-ce que les pages et les articles, en fait, ça dépend du thème, parce que les pages, est-ce que ça va être des pages froides? Donc du coup, on a dit qu'il fallait mettre les pages froides dans une arbo. Là, du coup, ça peut changer. Les articles, il me semble que ça sera toujours dans un fil d'actualité. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Elisabeth. Il y avait aussi une autre question entre parenthèses. Si je fais une arbo avec une page, puis au niveau en dessous des articles, est-ce que c'est pareil qu'une arborescence de pages? Si je fais une arborescence avec des pages, puis au niveau en dessous des articles. Ah non, parce qu'en fait, dans une arborescence de pages, elle ne change pas de place. Donc même en dessous, c'est-à-dire il faut que les pages qui soient aux extrémités de l'arborescence, elles renvoient le jus vers le haut. Donc là, ça ne marchera pas. Une question d'Olivier, cocon et risque de cannibalisation. Oui, Olivier, gros sujet, hein. Très très gros sujet, répondre en 2 minutes, grosse cocon et cannibalisation. Non, en fait, moi j'ai envie de dire cocon et rapprochement, cocon et précision de la réponse, cocon et cannibalisation, ça dépend ce qu'on met en avant. C'est-à-dire que dans le cocon, tout n'aura pas une grosse visibilité. Voilà. La cannibalisation, pour moi, c'est pas totalement un faux sujet du SEO, mais c'est un sujet qui est quand même largement trop visible pour ce qu'il est véritablement. Il faut d'abord se créer de la visibilité avant d'avoir de la cannibalisation. Il faut avoir quelque chose à cannibaliser, quoi. Des outils pour aider à la création d'un cocon. Oui, alors Your-Task Guru. Your-Task Guru, c'est un super outil pour la création d'un cocon. Ça, c'est pour le maillage, c'est ce qu'on vous a montré. Voilà. Donc, du coup, on pourra optimiser les pages et leur contenu avec le bon vocabulaire. Ça, c'est la première fonction de l'outil. Et la deuxième fonction de l'outil, c'est de donner le rapprochement entre les pages. Ensuite, le deuxième outil, je dirais, c'est Google et les résultats de recherche. Il faut aller chercher ce que les gens ont leurs besoins, quoi, l'intention de recherche. Qu'est-ce qu'ils posent comme question? Comment je peux leur être utile? Voilà, pour remonter sur ce mot-clé-là, qui correspond donc à un sujet. Et le troisième outil, éventuellement, c'est un crawler pour le PageRank interne. Mais sinon, des schémas de cocon et un SEO expérimenté le fera à la main directement. Et Julie qui demande, une FAQ qui fait l'objet d'une page à part entière est-elle pertinente? Alors, d'une page à part entière. Donc moi, je ferai plusieurs pages et en même temps, j'en ferai pas une par question. C'est-à-dire que je ferai des pages thématiques FAQ.
D'ailleurs, ça me gêne un peu ce mot FAQ, parce qu'en fait, pour moi, une FAQ, c'est un peu les questions qu'on pose sur le site internet, comment je fais pour me loguer, voilà, tout ça. Donc là, c'est plutôt FAQ produit. Et ce qu'il faudrait, c'est rassembler les questions qui sont proches les unes des autres. Sur chaque page, c'est toute une stratégie de contenu, en fait, les FAQ. Parce que si on fait tout sur la même page, eh ben, on risque d'être un peu trop long et pas très. Bon, voilà, si on ne répond à pas beaucoup de questions, ça peut passer. Mais si on répond à une question par page, alors là, on fait des contenus que Google appelle trop fins, clean en anglais, où on va avoir des pages quasi vides avec 5 lignes, et c'est vraiment pas bien. Il y a d'autres questions? Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, bah écoute, ça n'a pas l'air. Hein. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que c'était très clair. Je comprends. Je vois qu'il y en a qui sont d'accord. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci à tous pour votre participation. De toute façon, s'il y a des questions ultimes, ils peuvent les poser à Ronan. Oui, voilà, vous pouvez nous contacter. De toute façon, vous allez recevoir le replay par mail, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et on vous dit à bientôt. Et merci en tout cas, Laurent, encore d'avoir répondu en détail sur ces 5 tactiques de stratégie de contenu SEO. Tu me diras quand je peux terminer l'événement, éventuellement. Et donc, du coup, bonne journée à tous et bon appétit et à bientôt. Eh bien, bonne journée à tous et bon appétit. Et c'est bon, tu peux couper.